Heureux de vous retrouver pour notre 6e émission des mots pour le lire. Ce mois-ci, nos échanges porteront sur 2 ouvrages plus anciens qui ont fait l'objet de récentes rééditions. 2 styles différents, mais qui finalement abordent chacun à leur manière le thème de la résistance face au fanatisme. Dans un premier temps, Catherine nous entraînera dans les aventures picaresques de l'auberge volante, fiction visionnaire de l'anglais Gilbert Keith Chesterton, paru en 1914 et réédité aux Belles Lettres en 2023. Dans un registre plus réaliste, Yannick nous présentera Les Mains du Miracle, un roman historique de Joseph Kessel, réédité chez Folio l'an passé. Cet ouvrage rend hommage à un médecin finlandais qui a arraché des milliers de victimes à l'enfer nazi. Bonjour Catherine, bonjour Yannick. Bonjour Catherine, bonjour Emmanuel. Yannick, Emmanuel, bonjour. Alors Catherine, l'auberge volante de Gilbert Keith Chesterton, en anglais dans le texte, est-elle fréquentable ? Alors moi j'ai vraiment adoré ce livre. Pour plein de raisons, je vous parlerai un petit peu du résumé après, mais le style est absolument incroyable, l'histoire elle-même est fabuleuse, on fait connaissance avec des tas de personnages, tous plus extraordinaires les uns que les autres, et décrits de façon merveilleuse. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce livre qui est quand même très foisonnant, et je ne pourrai pas vous raconter toute l'histoire, donc il va falloir que vous achetiez ce livre, qui effectivement est paru aux éditions Belles Lettres, et réédité assez récemment. Il faut savoir que l'auteur, donc Chesterton, est un auteur extrêmement prolixe. Il a écrit beaucoup de poèmes, de livres, des nouvelles. Et peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà une personne assez connue donc dans ses livres, qui est le détective en soutane, le père Brown. Chesterton est également connu pour ses œuvres d'apologétique chrétienne, comme Orthodoxie ou L'homme éternel. Il était au départ membre de la Haute Église anglicane et il s'est converti au catholicisme en 1922 à l'âge de 48 ans. D'ailleurs, en 1913, un évêque britannique a nommé un clerc pour enquêter sur les causes de sa béatification. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je ne sais pas non plus. Pas de nouvelles. Je vais quand même vous parler d'abord du livre. Alors, comme Emmanuel nous l'a dit, l'auberge volante a été écrite en 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, et publié en 1919, on peut comprendre pourquoi. Nous sommes en Angleterre, après la capitulation des puissances européennes face à la puissance turque. L'une après l'autre, les petites nations avaient abandonné la lutte, ou les grandes les y avaient contraintes, et les puissances européennes, d'accord sur la nécessité de faire la paix aux conditions turques, avaient abandonné la négociation à l'Angleterre et à l'Allemagne. En revanche, un minuscule pays avait continué la guerre, ayant à sa tête un obscur prince, le prince d'Ithaque, un aventurier irlandais du nom de Patrick Dalroy. Le pronom tel. Very well, very well. Well, thank you. Ce Patrick avait combattu avec les armes jusqu'au bout, mais il avait fini par remettre son épée au fourreau. Donc Patrick Dalroy, seul contre tous, dira à ce moment « Maintenant je vais m'en aller, j'ai fait connaissance aujourd'hui avec quelque chose de pire que la mort, et ça s'appelle la paix. » Il va alors rentrer dans son pays d'adoption, dans un comté dirigé par Lord Ivywood, lequel avait signé le traité avec les Turcs aux côtés de l'Allemagne, approuvant le projet de colonisation avec la Turquie. Et Lord Ivywood va instaurer une nouvelle règle, fermer les débits de boissons, l'alcool étant interdit selon l'islam. La loi déclare, je ne vous lis pas la loi parce qu'elle est un peu avec des petits A et des petits B, la loi déclare que l'enseigne qui désigne les auberges ne pourra être érigée que sur un immeuble dont le loyer est inférieur à 400 livres, ce qui entraîne de facto la fermeture des auberges les plus populaires. Et devant cette invasion de l'Angleterre par l'islam, on va assister à une véritable bataille entre Lord Ivywood, aristocrate et parlementaire, et Patrick Dalroy. Alors, je vais m'arrêter un instant sur la description des personnages, puisque ça évoque un petit peu le style de l'écrivain. Donc, Patrick Dalroy. Je dis Dalroy parce que, voilà. Oui, non, ouais. C'est un grand taureau-d'homme, monstrueusement jeune pour sa taille, avec un cou de taureau, et en guise-dieu, des yeux bleus de taureau, une chevelure rouge dressée si raide sur le crâne qu'il semblait que sa tête eût pris feu. De son côté, Lord Ivywood était probablement le plus bel homme d'Angleterre, à ceci près que ses cheveux et son teint n'avouaient aucune couleur. Son masque splendide ne changeait jamais de couleur ni d'expression. Il pouvait sur n'importe quel sujet faire fleurir le beau langage,
mais son visage restait mort alors que ses lèvres demeuraient sans vie. Alors, rentrons dans l'histoire. Patrick Dalroy donc, va retrouver son ami, Humphrey Pump. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas une astuce en traduisant le mot sur l'anglais. Non, vous ne savez pas. J'ai regardé un peu. Humphrey Pump, non. Non. Bon, il va retrouver son ami et ensemble, ils vont défier et braver les rigueurs de la loi en parcourant le pays avec l'enseigne de son ami qui avait pour nom le Vieux Navire. Ils vont partir également avec un baril de rhum et un gros fromage. Ils vont planter l'enseigne devant des maisons, dans des lieux improbables, ce qui va leur permettre de vendre ou distribuer de l'alcool sans enfreindre la loi. Les tribulations de Dalroy vont également le mener à la Cité du lait, créée par un docteur, et permettre à l'ancien aubergiste du lieu de vendre de l'alcool autrement que sous le manteau. Ils vont aussi réussir à planter l'enseigne devant le lieu de la conférence menée par le représentant de l'islam, Misra Aman, dit le prophète de la Lune, conférence sur la polygamie et le cochon et le végétalisme. Devant l'entêtement de Patrick Dalroy et ses succès, une modification de la loi va être prise par Lord Ivywood et l'amendement déposé prévoit que tout aubergiste, même s'il déploie une enseigne, peut être emprisonné s'il vend de l'alcool dans des lieux où il ne l'a pas préalablement entreposé pendant 3 jours. Et encore une fois, Dalroy va déjouer la loi. Il a bien noté que dans le texte, il est mis « s'il vend de l'alcool ». Or, il va dire « je n'en vends pas, j'en distribue ». Et après cette modification, Dalroy et Lord Ivywood vont finir par se retrouver dans une des nombreuses pharmacies tenues par un certain monsieur Crook. Et Lord Ivywood croit enfin pouvoir conseiller Patrick, qui est en train de distribuer de l'alcool, mais celui-ci lui dit qu'il y a plus de 3 jours que l'alcool est entreposé, puisque Crook faisait lui aussi commerce en douce, d'où la multiplication des pharmacies dans la ville, qui étonnait beaucoup les uns et les autres. Alors voilà, c'est un peu la base du livre, mais pour montrer que donc ce Patrick va mener cette bataille vraiment corps et âme, on peut le dire, et ça va se terminer par une émeute populaire qui va finalement avoir raison de cette loi inique. Le peuple va se soulever et marcher jusqu'au Parlement. Et également, à la fin du livre, on voit qu'il y a finalement une dernière bataille entre Patrick Dalroy et le sultan Pacha. Patrick Dalroy va finir par tuer le sultan Pacha. Et donc, on va exterminer en fait cette bizarrerie des lois turques. Bon, je résume parce que c'est tellement riche qu'il n'y a pas tellement de choses. Enfin, il y aurait beaucoup de plus choses à dire. Il y a énormément de personnages. Il faut parler peut-être de Lady Joan, qui est toujours en filigrane dans le livre, qui croit à un moment être amoureuse de Lord Ivywood, mais elle se rend compte que finalement il l'enferme au milieu de son palais qu'il a finalement décoré comme un palais oriental, et elle pense que ça devient presque un harem, et enfin elle va retrouver l'amour réel avec notre héros Patrick Dalroy. Bon. Le coup de taureau l'a emporté sur... Mais vraiment, le livre, il est incroyable. C'est un style extraordinaire qui mêle la poésie, l'humour, l'absurde. Ça nous fait réfléchir sur les décisions qui pourraient être prises par nos dirigeants et qui anéantiraient d'une loi tout un patrimoine culturel. Et puis, je pense que c'est également une satire de la société, quand il parle de la société des âmes simples ou les salonnards végétariens, également des politiciens. Par exemple, un parlement endormi qui laisse passer n'importe quelle loi sans tenir compte des souhaits du peuple. Et donc le héros, qui peut-être ressemble à Patrick Dalroy, parce qu'il paraît que l'écrivain était lui-même très grand et très fort. Donc est-ce que c'est lui aussi qui se met en scène dans le livre ? Je me suis posé la question. Donc le héros va heureusement et pour le bonheur du peuple, avec sa foi en la vérité et avec sa seule enseigne comme arme, il va lever la population contre la tyrannie et cette loi absurde qui nie l'héritage culturel du pays. On peut dire qu'il est un véritable chevalier qui a œuvré de toutes ses forces pour que la justice défiée soit rétablie et que tout le cœur de l'Angleterre reste ce qu'il est et non pas dévoyé par des lois iniques. Oui, d'ailleurs, Patrick Dalroy fait aussi acte de violence, si on peut dire. Enfin, il tire, je crois, sur Lord Ivywood. Dans le tunnel qui rejoint le château et un jardin dans la campagne. Donc effectivement, c'est des aventures picaresques.
Il y a des descriptions, Yannick, qui sont assez remarquables. Ce mélange de paysages qui deviennent humains. Dès le premier chapitre, la mer était en vert pâle comme un elfe. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. En revanche, il y a d'autres descriptions. Je ne sais pas si elles passeraient encore aujourd'hui. Bon, il a été réédité, donc elles sont passées. Mais sur la plage, en dessous, on pouvait voir une suite de petits rassemblements autour des orateurs ordinaires des plages, nègres ou socialistes. Alors, je ne sais pas ce qu'étaient les nègres, si c'était des hommes de couleur ou si c'était des écrivains qui bossaient pour d'autres. Mais... Le petit monsieur qui avait un chapeau avec des carottes. Enfin, en fait, tout est un peu absurde. Oui, un peu il y a ça aussi. Même, hein. Il y avait un vieux petit homme à tête de chouette portant un fez rouge et agitant faiblement un parasol vert. Jusque-là, tout va bien. Son visage était brun et ridé comme une coquille de noix. Le nez était du genre que nous disons communément juif. Je ne sais pas si aussi ce genre de description aujourd'hui ne ferait pas tiquer certains... Eh bien, écoutez, laissons-les tiquer. Oui. Moi, j'ai, comme vous, Catherine, beaucoup aimé ce livre. Vraiment. J'ai d'ailleurs interrompu à plusieurs reprises la lecture pour m'assurer que c'était bien Chesterton qui l'avait écrit. Je venais de lire L'Homme éternel, Orthodoxie, et là, je me retrouvais dans un univers complètement différent. Mais c'est bien lui qui a écrit ce livre-là. Il y a une chose aussi qui m'a séduite, c'est le fait que je pense que ce livre est prémonitoire. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été écrit en 1914. Oui, c'est ça qui est incroyable. Et je trouve qu'il annonce les tentatives souvent couronnées de succès de l'islam de s'implanter dans nos pays. Et il y a des descriptions de la... comment dire ça de façon pas trop... enfin, disons que le monde politique est décrit de façon tout à fait intéressante et pas toujours à son honneur. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai en particulier bien aimé la façon dont le prophète de la Lune essaie de convaincre ses interlocuteurs que l'islam est le début et la fin de toute chose. C'est extra, ça. Bon, quand il nous dit, par exemple, que le fer à cheval, en fait, c'est un croissant. Mais c'est un croissant qui a une forme un petit peu différente. Et puis, je trouve très astucieuse cette idée d'attacher la pénétration de l'islam à l'interdiction de l'alcool, parce que ça a un côté un petit peu rigolo, ludique, etc. Et en fait, c'est assez révélateur d'une réalité qui éventuellement nous attend. Vous disiez tout à l'heure que la seule arme d'Alroy, c'était une enseigne, c'était aussi un tonnelé de rhum et un fromage. Oui. Et un fromage. Le fromage étant pour sauver les apparences, parce que sinon, on pourrait croire que c'est une défense de l'alcoolisme organisé. Donc ça aussi, très, très astucieux. Les discours de Ivywood sont extraordinaires. Enfin, on a l'impression d'entendre certains de nos hommes politiques actuels qui, quand ils terminent leur discours, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et pourquoi ils ont ouvert la bouche. Qu'est-ce que j'ai noté aussi ? Oui, par exemple, à un moment donné, Chesterton dit, en parlant de Lord Ivywood, sa diction improvisée était classique, ses mots s'enchaînaient et se déployaient dans l'ordre voulu, telle une armée disciplinée au terme de sa percée la plus profonde. Bon, donc c'est vraiment du vent, mais c'est agréable à écouter et je suis sûr que ce monsieur est très content de ce qu'il a dit quand il termine ses discours. En fait, parce qu'il veut être le plus reconnu, le plus grand, le plus beau. Il ne veut pas être un héros, il veut être le premier. Et d'ailleurs, quand il demande en fait à Lady John de l'épouser, c'est parce que c'est la plus belle femme. C'est pas tellement parce qu'il l'aime. C'est parce que comme il veut tendre vers une espèce de perfection comme un dieu qui n'est pas du tout. Cette femme irait avec ça. Et donc, ce qu'il a fait d'ailleurs reculer Lady John, parce qu'à un moment, elle dit « J'étais là pour essayer de trouver un homme à aimer. J'ai cru que je l'aimais, mais... Elle se rend compte que c'est du vent, en fait, que c'est horrible. Elle est séduite par une sorte de prestance et d'apparence d'intelligence. Ouais. D'apparence d'intelligence. Non, mais moi, je suis comme vous, Yannick. Et puis, le journaliste est absolument merveilleux. Je n'ai pas noté toutes les phrases, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais ces phrases qui veulent rien dire pour ne rien dire et surtout ne fâcher personne, là aussi, c'est génial. Là aussi, on rejoint une certaine réalité actuelle.
contemporaine. Une phrase aussi que j'ai notée parce qu'elle m'a intéressé, qui est celle donc du philosophe musulman. Et si vous ne refusez pas le soleil qui s'élève et qui revient à l'est chaque matin, vous ne refuserez pas non plus cette grande expérience sociale, la grande méthode polygamique qui s'est levée à l'est et y revient toujours. Car il s'agit bien de cette polygamie supérieure qui toujours apparaît comme le soleil lui-même de l'Orient, mais qui n'atteint à sa splendeur propre que lorsque le soleil est déjà haut dans le ciel. C'est quand même extraordinaire de parler de la polygamie de cette façon-là. Et finalement, Chesterton a récidivé un peu dans les romans picaresques, puisqu'il avait écrit Le Retour de Don Quichotte. J'ai vu ça en 1927. D'ailleurs, à un moment, il fait allusion, parce qu'à un moment, ils vont partir, Patrick Dalleroy et son ami vont partir avec un âne, et il fait référence à Cervantes et Sancho Panza, qui serait l'âne, quoi. Donc il y a quand même un peu cette idée-là. Mais un peu la fin, ils disent la menace des armes, parce qu'il y a eu quand même une bagarre à la fin, avait rendu aux Anglais le secret perdu de leur histoire. Pas mal. Oui. Eh ben, écoutez, j'espère que les Anglais en tiendront compte. Mais je crois que le ver est dans le fruit. Oui. Voilà, et peut-être même plus encore que, donc il faut savoir, chez d'autres pays européens. Résister même avec un gros fromage. Et je crois que c'est peut-être le principal enseignement de ce livre, c'est un apprentissage à la résistance. Quelqu'un qui est seul, ou à peu près, il a un ou deux amis, mais contre des puissances qui, évidemment, le dépassent complètement, mais qui ne lâche pas prise, qui tient le coup, et finalement, l'histoire se termine bien. Et puis bon, il distille, c'est le cas de le dire, il distille sa bonhomie et sa joie de vivre finalement. Alors, derrière la situation qui est quand même dramatique, il a toujours l'humour qui fait sourire d'ailleurs Lady Joan. Alors qu'en face de lui, l'homme politique, comme vous le disiez tout à l'heure, a un visage complètement impassible. Comme une statue de marbre. Et que le prophète de la Lune, de la même façon, est apparemment insensible et inerte. Dalleroy a, lui, une façon de vivre plus attirante. Parmi les personnages, il y a aussi, j'adore, le poète des oiseaux, qui est un peu un poète, on va dire, sans âme, et qui, au contact de Patrick Dalleroy et de l'aventure qui va mener grâce à lui, va commencer à percevoir toutes les belles choses et devenir un vrai poète. Et lui aussi, il va s'opposer à... Il y a une description de leur voyage dans la petite voiture, là où ils partent sur les petites routes d'Angleterre, où il décrit ces routes qui s'entremêlent, et ça devient presque... Enfin, il faut lire ce livre. Ah oui. Franchement, c'est super. Moi, je l'ai lu 2 fois. Je mets juste, c'est pas un bémol, c'est juste peut-être une précaution d'usage, c'est qu'il faut le lire avec attention, parce que c'est quand même un style, pas daté, mais un style plus ancien, et avec des phrases qui peuvent être parfois un peu plus compliquées qu'aujourd'hui, un simple sujet, verbe, complément. Aujourd'hui, c'est presque trop simple, quelquefois, je trouve. Peut-être, effectivement. Alors, on peut signaler aussi qu'on fera une petite allusion à un chroniqueur qui vit en Mayenne, Philippe Maxence, qui a écrit L'univers de Chesterton, petit dictionnaire raisonné. Et Philippe Maxence vit dans le sud de Mayenne, à Chéméré-le-Roi. Et donc, ce petit dictionnaire a été édité chez Via Romana, pour en savoir plus sur Gilbert Case Chesterton. Et puis aussi, dans un registre plus sombre, on peut mentionner un roman d'anticipation d'un autre écrivain anglais catholique, 1985, d'Anthony Burgess, qui fait allusion aussi à l'islamisation d'Angleterre. Voilà. Deux petites précisions pour compléter un petit peu tout ce que vous nous avez dit de bien sur ce livre à lire. À tout point de vue. Et maintenant, une petite pause musicale pour poursuivre ces aventures avec de la musique traditionnelle irlandaise dans le Dolan's Pub de Limerick.
Après la fiction picaresque, fini de rire. Yannick va nous présenter Les Mains du Miracle, un roman historique de Joseph Kessel. Alors je me propose de vous donner quelques informations d'abord sur l'auteur, parce que Joseph Kessel a eu une vie assez extraordinaire, et c'est intéressant d'en dire deux mots. Il est né en 1898 en Argentine, et il est mort dans la région parisienne en 1979. Il est fils d'un médecin juif d'origine lituanienne. À l'époque, c'était en Russie impériale. Donc, après la naissance de Joseph Kessel, sa famille vient s'installer en Europe. Je crois que c'était la Prusse à l'époque. Ensuite, la famille vient s'installer à Nice, en France. C'est là que Joseph Kessel fait ses études secondaires. Il les poursuit à Louis le Grand. Il est attiré par le théâtre et il est reçu au conservatoire à Paris avec son frère, qui s'appelle Lola. Entre parenthèses, Lola est le père de Maurice Druon. Oui. Et on va retrouver accessoirement Maurice Druon et Joseph Kessel dans le champ des partisans. Il est engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, il écrit des tas de romans dans le Paris Soir, que dirige à l'époque Pierre Lazareff. Il est envoyé à Londres pour le journal des débats. Quand éclate la Deuxième Guerre mondiale, il est correspondant de guerre, il rejoint la résistance et rallie le général de Gaulle à Londres. Donc c'est à ce moment-là qu'avec le fils de Maurice Druon, il écrit Le Chant des partisans. Je crois que c'est lui qui fait les paroles et son neveu fait la musique. Il écrit un certain nombre de livres en fait, la plupart des livres qu'il a écrits sont des livres qui sont liés à ses expériences de vie. Par exemple, il écrit L'Armée des Ombres, qui a donné d'ailleurs un film très, très bien fait. Il écrit Les Cavaliers, il écrit Le Lion, il écrit enfin un livre qui s'appelle Les Mains du Miracle, dont on va parler aujourd'hui. Notons, pour terminer cette rapide évocation de sa vie, qu'il est élu à l'Académie française en 1962. Alors, bon, je ne rentre pas dans le détail de son œuvre. Il a écrit un grand nombre de livres. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart sont liés à des rencontres ou à des expériences vécues. On connaît l'équipage, il a écrit par exemple avec Monfred, il a écrit Marché d'esclaves. Ça aussi, c'est peut-être un livre qui passerait plus aujourd'hui. C'est dommage. La piste fauve. Et puis, il écrit donc Les Mains du Miracle. Donc, Les Mains du Miracle. Alors, pour parler des Mains du Miracle, dans ce livre, il y a deux héros. Le docteur Kersten, dont on va parler après, et un autre héros dont il faut parler, parce qu'autrement on ne comprend pas la signification de ce livre-là. C'est un monsieur qui s'appelle Heinrich Himmler, et dont il faut savoir qu'il a été, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, le numéro 2 du régime nazi. Il y avait Adolf Hitler, et il y avait derrière monsieur Himmler. Et alors on connaît mieux Göring, on connaît mieux Goebbels, on connaît moins finalement Himmler, alors que Himmler était un personnage qui a joué un rôle considérable et catastrophique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ce monsieur Himmler, c'est un monsieur qui est myope, de santé fragile, il n'est pas sportif. Il semble qu'il soit assez généreux parce que quand il était jeune, il faisait la lecture à un aveugle, il organisait des réunions, des réunions de bienfaisance. On se demande un petit peu comment il a fait pour arriver à ce qu'il va faire après. Pendant la Première Guerre mondiale, il fait ce qu'il faut pour être enrôlé, mais l'armistice arrive avant qu'il ait pu se battre, ce qui, semble-t-il, est une frustration pour lui. Ensuite, il rentre dans des tas de sortes d'associations politiques. Et petit à petit, il monte dans la hiérarchie. Il adhère en 1923, donc bien longtemps avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, il adhère au Parti national-socialiste des travailleurs allemands,
l'ancêtre du parti nazi. Il rejoint les SA, puis les SS, et en 1929, il est le patron de la SS pour l'Allemagne. Accessoirement, il rencontre en 1931 un monsieur qui s'appelle Heydrich et qui sera son bras droit. Il est horrible, Heydrich. L'horrible Heydrich. Ah oui, oui. Il y a un livre aussi très bien sur Heydrich, de Laurent Binet. Bon, c'est une parenthèse. Très bien. Donc, en janvier 1933, Hitler devient chancelier de l'Allemagne. Et à ce moment-là, la SS va prendre une grande importance, parce que ses critères de recrutement sont beaucoup plus rigoureux que, par exemple, ceux de la SA. Pour rentrer à la SS, il faut prouver son appartenance au peuple de race aryenne. C'est à cette époque-là qu'il fait concevoir un uniforme noir. C'est d'ailleurs assez amusant de penser que cet uniforme a été créé par Hugo Boss. Mon bonnet rouge est un bonnet Hugo Boss. Alors j'ai hésité à continuer à le porter, mais après tout, je me suis dit que l'élégance n'a pas de mémoire. L'élégance n'a pas de mémoire, exactement. Et donc, en 1939, il est nommé par un décret de Hitler commissaire du Reich pour le renforcement de la race allemande. Et donc, il va disposer à ce moment-là du pouvoir d'éliminer les influences néfastes qui sont supposées menacer le peuple allemand. En 1943, il est ministre de l'Intérieur. En juillet 1944, ses responsabilités s'étendent à la justice militaire. Et il va y avoir à ce moment-là un renforcement de la brutalité de la justice militaire, avec un nombre considérable de mises à mort qui sont directement le fait de Himmler. Qu'est-ce qu'il faut vous dire encore pour que vous... Qu'on se fasse une idée qu'il n'est pas gentil. Oui, c'est ça. Non, parce que autrement, on pourrait sous-estimer le pouvoir, ce que va réussir à faire le docteur Kersten. Plutôt ce qu'il a réussi. Si Himmler est un petit, n'est que un minable myope, petit grouillot, et voilà, c'est... Il est fanatique, Hitler aussi, voilà, faut le dire. Hitler, c'est son dieu. Voilà, et c'est surtout celui qui n'a de compte à rendre que à Hitler. Tout le monde tremble devant Himmler. Accessoirement, il est responsable de la gestion des camps de concentration, il est responsable de la Gestapo, exactement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un pouvoir considérable. C'est un monsieur qui va chercher à encourager l'avortement dans les peuples non germaniques, de façon à atténuer la progression des populations de ceux qui ne sont pas ariens. Bon. Alors, en face de ce monsieur, qu'on va voir arriver tout à l'heure, il y a un docteur, Félix Kersten, qui a une histoire qui est aussi incroyable. Au début, c'est un personnage un petit peu falot. Il est mou. On nous dit qu'il est gourmand, bon vivant. Il travaille pas très bien en classe. Il bouffe beaucoup et il travaille pas beaucoup. Visiblement, il aime la compagnie féminine. Et bon, ça, toute sa vie. C'est peut-être le moins grave de ses défauts. Donc, il a un père, en revanche, qui est un paysan passionné, d'une grande solidité physique, d'une parfaite honnêteté. Il va, son père, épouser une jeune femme il va exploiter la terre de famille. Alors c'est important parce que ça va conduire Félix Kersten à s'intéresser à l'agronomie, à l'horticulture et à l'agronomie. Alors son père l'envoie dans une école d'agriculture en Allemagne. C'est là que la Première Guerre mondiale le surprend. Et cette Première Guerre mondiale a comme conséquence que toute sa famille, alors que lui est en Allemagne, toute sa famille est envoyée en Sibérie. Et donc il se retrouve seul. Bon, donc la famille est déportée par le tsar en Sibérie. Et donc le jeune Félix, qui a 16 ans, est séparé de sa famille. Et là, il commence à comprendre qu'il vaut mieux qu'il se mette au travail s'il veut ne pas échouer. Il a son diplôme d'ingénieur agronome et, ça va être important dans la suite de l'histoire, il est incorporé dans une légion finnoise qui lutte avec les Allemands contre les Russes. Et il lutte d'autant plus facilement contre les Russes que
Il sait ce que sa famille a subi de la part de la Russie. La vie militaire ne lui plaît pas. Il décide de s'intéresser à la chirurgie, mais il rencontre un médecin qui attire son attention sur le fait qu'il a besoin d'argent pour vivre et que des études de chirurgie, c'est 6, 7, 8 ans et qu'il n'a peut-être pas les moyens d'attendre aussi longtemps pour gagner sa vie. Et alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ce médecin examine ses mains, les mains de Félix Kersten, et lui dit « Vous devriez vous intéresser au massage scientifique ». Ça évoque un souvenir chez Kersten qui se souvient que sa maman bénéficiait d'un don qui faisait qu'un certain nombre de personnes venaient la voir et qu'elle soulageait leur souffrance par des massages. Et ce don, sa mère le tenait de sa mère à elle, donc de sa grand-mère. Donc, sans trop y croire, puisqu'à ce moment-là, il n'est pas encore convaincu qu'il détient aussi ce don, il se lance dans l'étude du massage scientifique, et là, il se met vraiment au travail. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il ne fait rien d'autre que de travailler, et de travailler beaucoup. Comme il travaille beaucoup et comme il est doué, il est hébergé par une famille. C'est intéressant de l'évoquer parce qu'il y a dans cette famille une Elisabeth Lübbe, qui va rester jusqu'à la fin de ses jours une collaboratrice. Alors apparemment, c'est vraiment une amie. Et c'est vraiment une amie. À qui il raconte tout. Enfin, voilà. Qui va un peu remplacer sa famille, voilà. Alors qu'il n'a plus sa famille. Et c'est donc dans cette famille Lübbe qu'on va lui présenter un professeur Ko, K-O, qui est chinois, qui a appris le massage dans un monastère tibétain. Et en 1922, le professeur Ko prend Félix Kersten comme élève. Et pendant 2 ans, je crois que c'est ça, il va lui apprendre toutes ces techniques, tout ça. Voilà. Alors ce sont 2 ans difficiles parce qu'il travaille beaucoup et il ne gagne pas encore sa vie. Mais il travaille de façon acharnée. Et au bout de 2 ans, le professeur Ko lui dit « Je m'en vais, je regagne mon monastère tibétain. » À vous de jouer. Voilà. Alors, au début, Kersten est un peu déstabilisé. Il y a quand même un avantage au départ de Ko, c'est qu'il récupère toute sa clientèle. Et Ko a une clientèle très importante. Et donc, à partir de ce moment-là, Kersten n'aura plus de problèmes financiers, de problèmes de survie. Il va même mener une vie assez aisée, assez facile. Assez aisée, puisqu'il va acheter une propriété. Un peu plus tard. Alors un petit peu plus tard et pour d'autres raisons. Parce qu'un client va lui donner, qui l'a soulagé, va lui donner une somme considérable. Oui. Et avec cette somme considérable, il va acheter à une 50aine de kilomètres de Berlin une propriété. Et cette propriété va jouer un rôle important dans la suite de sa vie. Donc, 1938... donc il est à l'aise, il maîtrise parfaitement, en plus de ce qu'il a appris en Finlande, les techniques que lui a cédées le professeur Ko. C'est quelqu'un de reconnu, il a de beaux succès auprès de clients et de certains clients importants. Et à la fin de 1938, un de ses vieux clients lui demande s'il accepte de recevoir une personnalité, il ne lui dit pas qui. Et le 10 mars 1939, Félix Kersten se rend à la chancellerie du Reichsführer Himmler, et c'est ce jour-là que commence vraiment l'histoire des mains du miracle. C'est-à-dire que donc Himmler souffre de douleurs insupportables qui sont d'origine nerveuse, qui se portent sur l'estomac, etc. Interne, et personne n'a réussi à le soulager. Ni neurologue, ni des médecins qui ont fait des tas de diagnostics divers et variés, qui lui ont proposé des mixtures pharmaceutiques diverses et variées, personne n'a réussi à le soulager. Et là, le premier jour, donc 10 mars 1939, Félix Kersten réussit à soulager Himmler. Et ça va bouleverser la vie de centaines de milliers de personnes. On va voir comment.
Donc, au fil des mois et des années, Kersten va devenir l'accessoire incontournable de Himmler, qui souffre par des épisodes réguliers et qui chaque fois fait appel à Kersten. Chaque fois, Kersten vient, le soulage, et il devient donc indispensable à la vie de Himmler. Et il y a des gens qui se rendent compte que Kersten joue ce rôle incroyable auprès de Himmler et qui donc vont lui suggérer d'essayer d'obtenir de Himmler des avantages. Et au début, des avantages qui sont assez modestes. Oui. Kersten joue le jeu parce qu'il se dit qu'après tout, il n'y a pas de risque et qu'il mérite bien d'avoir un petit retour sur investissement. Et puis petit à petit, et c'est toute la trame des mains du miracle, petit à petit, on va lui demander de rendre des services à différentes catégories de population de plus en plus importants, et il va réussir à obtenir de Himmler qu'il remette en cause des décisions dont certaines ont été prises par Hitler, et un exemple qui est un exemple frappant, Himmler avait décidé de déporter 3 millions d'Hollandais. Ouais, c'est fou, hein. Et d'offrir ça comme cadeau pour l'anniversaire de Hitler. Eh bien, Kersten va réussir à le convaincre. Et là, non seulement grâce aux soins et au soulagement qu'il lui apporte, mais en jouant, parce qu'il se révèle être en plus un très habile tacticien, psychologue. Il réussit à lui faire admettre l'idée qu'il sera dans l'histoire un grand homme s'il réussit à prendre ce genre de décision. Il faut expliquer aussi qu'il y a un attachement de Kersten à la Hollande où il a une maison. Exact. En fait, il a habité la Hollande. Il a habité la Hollande. Ouais. Il y a une maison qu'il sera obligé de vendre, d'ailleurs. Ouais. Il est finnois, finlandais. Il est allemand. Oui. Ce qui va d'ailleurs, à plusieurs reprises, lui sauver la mise. Donc, il a vraiment une... Il joue un peu de tout. Et il joue... De toutes ces nationalités, de tous ces statuts un peu privilégiés. Voilà. Oui, ce qu'il faut dire également, c'est que l'environnement de Himmler n'apprécie pas du tout de voir ce petit médecin finnois qui prend une telle emprise sur... mais ils n'y peuvent rien. Himmler. Mais il y a des Heydrich, heureusement qu'Heydrich, pour lui, qu'il a été assassiné avant... Parce que Heydrich commençait à rentrer et à comprendre les manœuvres. Exact. Parce qu'en fait, il y avait des manœuvres. Il s'est fait des alliés aussi, Kersten, à l'intérieur même de la chancellerie. Le fameux secrétaire. Exact. Et il va en particulier nouer des relations. On retrouve d'ailleurs là des choses dont on a parlé dans un autre livre. Pas le barman du Ritz, mais le... Oui, le barman du Ritz, c'est ça. Dans lequel le barman du Ritz fréquentait des gens qui étaient en train de comploter contre Hitler. Là, c'est pareil. Il réussit à aider des gens qui sont en train d'essayer de comploter contre Hitler. Donc, ce monsieur... grâce à son courage, parce que il y a certaines situations dans lesquelles on se dit c'est pas possible, ça va pas passer. Il va se faire envoyer promener, il va se retrouver avec une balle dans la tête. Il réussit, lui, dont on a dit au début qu'il était gourmet, aimant bien la vie et continuant jusqu'au bout à bien aimer la vie, il réussit à manipuler Himmler. Grâce à son savoir-faire, grâce à sa ruse, il a un incontestable talent de manipulateur et je trouve absolument extraordinaire le fait qu'un homme seul arrive à finalement modifier le cours de l'histoire d'une certaine façon grâce à son courage et grâce à son savoir-faire. Je trouve ça extraordinaire. Alors, j'ai pas dit que le livre était très bien écrit. Bon, ça c'est Joseph Kessel. Il a un style très agréable. Très agréable. C'est un style, j'allais dire journalistique, voilà, c'est ça. Juste pour terminer, un autre exemple qui est absolument ahurissant, ce convoi de juifs qui est chargé de juifs destinés au camp de concentration et donc à la mort de tous les
les personnes qui l'occupent, et qui finalement se retrouvent en Suisse, escortés par les nazis. Escortés par les SS et accueillis par la Croix-Rouge en Suisse. C'est quand même... ça paraît incroyable. Et point final, je ne sais pas si on peut le dire, mais comme c'est un phénomène historique révélé, à la fin, il a même réussi à empêcher l'extermination de certains camps qui étaient destinés à être détruits. Exact. Oui, parce que la fin de la guerre approchait. Exact. Et on peut retrouver ça d'ailleurs dans pas un téléfilm, un docu-fiction qui est sur Internet, qu'on trouve assez facilement. Moi, ce qui m'a frappé aussi, alors déjà, le cas de conscience, quand même, où il a un petit cas de conscience, est-ce que je vais soigner Himmler? Parce qu'il sait déjà qui il est. Ça dure pas longtemps. Non. Mais il se pose la question. C'est la déontologie médicale, on va dire, de soignant. Oui. N'importe qui doit être soigné. Exactement. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, bon, après, vous avez très bien tout décrit, mais c'est Himmler, qui est quand même un type abominable. En fait, il est nu. Parce qu'il se déshabille. Oui. Et c'est comme un petit garçon qui est en attente totale des mains de ce médecin qui le considère comme son ami à la fin. À la fin, oui. Qui pleure presque dans ses bras en disant « Mais vous êtes mon ami, ne me quittez pas ». Il y a vraiment ce lien, et que l'autre continue à garder son recul. C'est d'ailleurs dans cette scène-là que Kersten réussit à faire empêcher la solution finale. Oui. Et je crois que vous avez raison, Catherine, Himmler est nu dans ces périodes de grande souffrance. Mais ce qui est intéressant, et c'est à ce moment-là que Kersten essaie d'obtenir le maximum, parce qu'il sait que Himmler est vulnérable et qu'il a un pouvoir sur lui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'il a réussi à le soulager, Himmler reprend du poil de la bête. Et là, Kersten sait qu'il faut qu'il arrête d'essayer d'obtenir quelque chose, parce que Himmler n'est plus vulnérable. Contrairement à d'autres romans historiques, en plus, l'intérêt de ce livre, c'est que c'est vraiment la vérité crue, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de romance inutile. Oui. On sent qu'il y a néanmoins un suspense, parce qu'il y a Heinrich, et puis après, il y a le successeur, Haushalter, qui lui n'est pas un tendre non plus, et qui lui prend la suite d'Heinrich contre Kersten en se disant celui-là, Et puis, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il a été espion, d'une certaine manière, pour la Finlande, et pour pouvoir communiquer, il passe par une boîte postale qui est absolument inviolable, qui lui est donnée par le secrétaire de Himmler, et que personne ne peut regarder. Et donc, il va au nez à la barbe de tout le monde. Et de Himmler lui-même. Il va raconter des tas de choses qui se passent en Allemagne et qui ne devraient pas sortir de là, quoi. Il obtiendra même aussi une ligne téléphonique privée. Aussi. Ce qui sous était prétexte très difficile à l'époque. de ses conquêtes féminines. Et ce qui est important également, c'est le fait que sa famille est toujours présente en arrière-plan. Et à de nombreuses reprises, il se pose la question de savoir jusqu'où il peut impliquer sa famille. Est-ce qu'il va la ramener en Allemagne après un voyage fait en Finlande ou en Suède? Etc. Et le fait qu'il la ramène, ce qui est un risque important pour lui et pour sa famille, est en revanche un atout important dans sa relation avec Himmler, qui a le sentiment que s'il revient avec sa famille, c'est qu'il n'a pas l'intention de trahir. De le doubler, exactement. Alors, malgré tous ces miracles, ce docteur n'a pas eu toutes les récompenses qu'on pouvait attendre. Par exemple, il n'a jamais été reconnu juste parmi les justes. Et puis, il n'a jamais reçu le prix Nobel de la paix, alors qu'il a été nommé 8 fois. Ah oui. Alors, il a juste reçu un prix par les Hollandais. Oui, voilà, c'est ça. C'est par les Hollandais, mais pas au niveau... Une grande décoration. C'est assez incroyable. Il y a même eu des historiens qui ont parlé d'usurpateur, parce que c'est vrai qu'on le voit en photo, il paraît au milieu des dignitaires nazis, il est avec eux sur les photos. Oui, parce qu'il y a des moments où il vit dans les camps. Bien sûr. Il sourit pas. À l'étranger. Lui, il n'est pas forcément heureux d'être là. Il pose benoîtement, mais il est présent. Il nous dit qu'il a... je ne sais plus si c'est au début ou à la fin du livre, qu'il dit qu'il a été obligé de sortir tous les justificatifs de son action, parce que certaines personnes contestaient la réalité de ses interventions. Alors, ce qui fait l'intérêt du livre, c'est qu'aussi Joseph Kessel a rencontré Kersten, avec lequel il s'est entretenu plusieurs jours. Il a bénéficié aussi d'un livre, un livre intime, un journal intime. Son journal, parce qu'il notait tout. Donc, il a bénéficié de documents extraordinaires pour rendre son sujet encore plus crédible.
Enfin, il faut les lire. adolescents doivent le lire. Oui, c'est un livre. Il faut lire C'est un livre qui donne beaucoup d'espoir parce qu'on s'aperçoit qu'un homme peut réussir à mettre un grain de sable dans un engrenage terrible. Nos 2 livres, c'est ça. Oui, c'est le point commun, c'est la résistance à la dictature. Ouais. Alors, dans un cas, une dictature qui existe, dans l'autre cas, une dictature qui s'installe dans l'auberge volante. Par sa force de caractère, par ses convictions réelles et profondes. Oui. Alors, si on veut continuer à plaider la cause du docteur Kersten, pour ceux qui ne seraient pas encore persuadés de ses bienfaits, il y a le livre de l'historien François Kersaudy, La liste de Kersten, injuste parmi les démons, paru chez Fayard. Ouais. On trouve également sur le net donc un docu-fiction et 2 émissions de radio, une particulièrement dédiée à Yannick Simonet, Affaires sensibles sur France Inter. Merci Emmanuel. Et Franck Ferrand qui raconte sur Radio Classique. Radio Classique. Voilà. Il raconte très bien Franck Ferrand. D'accord. Eh bien, je vous remercie Yannick et puis pour ce plaidoyer. Et une seconde pause musicale avant de retrouver la sélection de notre libraire indépendant. On a choisi le thème principal du film La liste de Schindler de Steven Spielberg, signé John Williams, un autre héros qui lui aussi a sauvé des vies durant cette tragique période. Après cette seconde pause musicale, nous retrouvons Olivier Dorgère, gérant de la librairie du Marais à Mayenne, qui nous livre ses coups de cœur du mois. Bonjour, alors je suis avec Olivier Dorgère à Mayenne, dans la librairie du Marais, rue du Général de Gaulle. Et je vais demander à Olivier Dorgère quels sont ses conseils et coups de cœur de lecture en cette rentrée littéraire, qui m'a l'air bien riche. Oui, bonjour. Alors effectivement, c'est la rentrée de janvier qui est aussi très importante, pas aussi forte que celle d'août et septembre, mais tout de même plein de choses vraiment super à proposer. J'en ai sélectionné donc quelques-unes avec tout d'abord pour commencer Pierre Lemaitre et Un avenir radieux qui continue donc sa fameuse grande saga sur le siècle dernier et on reprend donc les personnages qu'on a déjà connus dans les précédents avec la famille Pelletier notamment et donc les enfants qui vont grandir dans une époque pas si facile que ça et avec donc la plume de Pierre Lemaitre qui raconte ça de manière formidable. Ouais. Ça se lit comme de rien. C'est un ouvrage parfait pour prendre du bon temps et replonger finalement nostalgiquement dans cette époque un petit peu précédente. Là, en l'occurrence, on est dans les 30 Glorieuses avec Un avenir radieux donc de Pierre Lemaitre qui vient de sortir au mois de janvier. Également un ouvrage qui est sorti là ici au mois de janvier. Cette fois-ci, c'est un premier roman, en tout cas un premier roman
dans le domaine de l'adulte, puisque Michel Le Bourris, c'est un auteur qui avait déjà écrit en jeunesse. Ici, donc, il écrit Maman d'or, donc un vrai roman choral qui interroge tout d'abord sur la responsabilité collective de l'isolement social, et particulièrement dans les campagnes. Justement, donc, après un événement assez dramatique, déjà, donc, dans le titre Maman d'or, on peut peut-être imaginer quelque chose, en tout cas. Donc, c'est cet événement qui est assez traumatique, donc, du coup, pour les enfants, que l'on va découvrir au fur et à mesure, et on va les voir se reconstruire, en tout cas l'un des enfants se reconstruire après une perte ou un abandon finalement. L'auteur y écrit sur cette capacité à se reconstruire, à faire preuve de résilience, et forcément le parcours donc des fillettes qui vont être décrites ici ne vous laissera pas indifférent. L'écriture vive, elle happe dès le début et jusqu'à la fin donc de l'histoire. Michel Le Bourris, petit clin d'œil, est un auteur local puisqu'il enseigne au Collège Victor Hugo à la Salle des Châteaux. Ah d'accord, ça donne envie. Oh, bah oui. Je voulais aussi mettre en avant JMR, JM pour Jean-Marcel R. Lui, il n'en est pas à son premier roman, plusieurs ouvrages déjà écrits, des romans. Là, on part vraiment sur pas du tout un sujet plombant ou quoi que ce soit. Au contraire, avec JMR, on rigole, je dirais presque à toutes les pages. Et pourtant, je dois bien le dire, je suis pas un public très facile. Mais lui, il sait nous emmener avec des personnages truculents et c'est génial à lire. Là, ici, c'est La loi de la tartine beurrée. Il est toujours chez Buchet-Sastel. JMR, il s'appelle. Il fait aussi pas mal de scénarios en bande dessinée. Il écrit pour lequel son frère Fabrice R fait les dessins, finalement. D'accord. J'avais aussi, toujours en restant dans les romans, mais cette fois-ci plus pour la jeunesse, avec un livre de Clara Hérault, et donc le titre c'est « Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été ». Ici, on va avoir affaire à deux sœurs qui ne semblent plus rien partager, et qui vont nous montrer leur vulnérabilité au cours de leurs vacances au bord de la mer. L'une est en colère, l'autre ne sait pas comment faire disparaître les ombres qui l'entourent. Un roman émouvant et délicat qui décrit avec beaucoup de justesse le passage à l'âge adulte, si difficile et rempli de doutes évidemment. Et vous pensez que c'est à partir de quel âge ça? Alors on est sur le roman ado, on va dire fin collège, lycéen en gros. Hein, un roman vraiment plein de tendresse avec deux personnages magnifiques qui sont décrits superbement par Clara Hérault. Donc. Et puis j'avais envie aussi de vous parler donc d'une bande dessinée, une bande dessinée avec un roman illustré finalement de Corentin Rouge avec au scénario Caril Ferret que l'on connaît déjà dans ses romans policiers chez Gallimard en série noire en règle générale. Ici donc tous les deux nous reviennent avec le premier tome d'une série qui serait a priori partie pour 3 volumes, Islander, tome 1, L'exil aux éditions Glénat, avec un dessin absolument génial. J'adore Corentin Rouge, il nous a déjà fait des superbes bandes dessinées auparavant. Il est très réaliste et il sait montrer dans ce qu'il dessine, dans le trait de ses personnages, beaucoup d'émotions en ressortent finalement. Islander, c'est un scénario très dur sur un sujet complètement d'actualité, puisqu'on est sur l'immigration, les réfugiés qui arrivent dans un autre pays, notamment c'est eux qu'on va suivre plus précisément, et puis tout ce trafic qui se joue autour de ça. C'est noir, c'est sombre, et c'est super bien dessiné, donc encore une fois je le rappelle par son nom, Corentin Rouge, au scénario Caril Ferret, aux éditions Glénat. Voilà ce que je voulais vous proposer. Écoutez, ça donne très envie tout ça. Je crois que je vais vous en prendre qu'à certains. Merci beaucoup et merci. À une prochaine fois, j'espère. Cette émission s'achève. Nous vous remercions de votre écoute. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux titres. En attendant, bonne lecture. Yannick, merci. Et Catherine, merci. Au revoir Catherine, au revoir Emmanuel.